Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, Shalom, Shalom. Bonsoir à tous. Il est presque 20 h ici à New York, heure de New York. Je n'ai jamais fait de vidéo à ce moment-là, mais je vais le faire aujourd'hui parce que j'ai promis à des abonnés de le faire. J'ai promis à certains de mes abonnés chers de le faire. Je suis ivoirien. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, du nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément du village de Samango, dans la région de Diéné. Je suis baboïste. Je suis africaniste. Je suis panafricaniste. Bon, je suis aussi pour tous les leaders qui vont libérer la Côte d'Ivoire. Je suis baboïste de la première heure, je l'ai déjà expliqué pourquoi j'ai été baboïste, pourquoi je suis baboïste. Parce que le président Gbagbo nous a ouvert les yeux. C'est le président Gbagbo qui nous a dit qu'on peut faire une autre politique que celle qui était suivie en Côte d'Ivoire jusqu'à notre majorité. Donc de 1960 jusqu'à dans les années 80, l'Ivoirien, il y a eu, bien sûr, dans les années 60, il y avait des leaders, ils avaient tous disparu. Ou bien ils faisaient allégeance au PDCI ou ils disparaissaient. Et pendant ces 2 décennies, de 60 à 80, sincèrement, nous, on n'a vu que Oufoué. Nous, on a chanté que Oufoué. Et comment il dit ça, le culte de la personnalité était tel que nous ne voyons qu'Oufoué. Et nos parents en nous, nos géniteurs, génitrices, ne voyaient que Oufoué, ne connaissaient que Oufoué. Et les exploits d'Oufoué, ils les connaissaient par cœur. C'est ainsi que nous avons évolué en Côte d'Ivoire. En ce temps de Houphouët-Boigny, il faut que nous reconnaissions cela aussi. Cela aussi. Avant d'être au Djeneka, j'étais ivoirien. Parce que je suis né au centre-ouest. Dans le pays Oué. Précisément le pays Bété. C'est là-bas que je suis né. Et là-bas, on nous a fait comprendre que avant d'être ivoirien, avant d'être d'une autre ethnie, on était d'abord ivoirien. C'est ainsi que nous avons évolué. J'ai eu mon entrée en 6e à Ouangolo-Dougou, tout à fait au nord de la Côte d'Ivoire, à la frontière du Mali et du Burkina. Et j'ai fréquenté à Ferké-Dougou. C'est là-bas que nous avons été, je crois, la 2e promotion du CEG de Ferké en ce moment. Donc, d'ici je suis allé dans le pays Sénoufo et nous avons évolué là-bas avec les mêmes mentalités. Et dans notre collège, nous avions, je me rappelle de cela, un certain Amidou Ouedraogo. Nous avons des jeunes béninois qui étaient là. Un jeune Togolais, il était le seul jeune Togolais qui était là. Et puis nous avions beaucoup d'élèves venant de la Haute-Volta dans le temps. Et aussi, je vais vous dire ceci qui est quelque chose que les gens ne savent pas aujourd'hui. À Ouangolo-Dougou, nous avons eu des instituteurs burkinabés et des instituteurs maliens. Oui, ces gens-là venaient en Côte d'Ivoire et ils étaient acceptés. Et ils travaillaient dans la fonction publique ivoirienne. Au vu de tout le monde, ils n'ont jamais changé de nationalité. Ils sont venus avec leur diplôme et ils étaient employés. C'est ça l'ouverture d'Oufoué, c'est ça le génie d'Oufoué. Oufoué était un génie politique, sincèrement. Donc, nous avions eu des maîtres venant de la Haute-Volta. Nous avions eu des maîtres venant du Mali tout près.
Bon, je connais leur nom, je vais les taire, et ils ne sont plus de ce monde pour la plupart. Notre directeur d'école, Bimbore Tiga Edouard, voyez ce nom, la consonance, c'était notre directeur d'école. Et qui aimait la Côte d'Ivoire profondément, qui fabriquait des chansons à la gloire de Fouet. À la minute, qui les fabriquait, qui sortait, qui faisait du live, c'est-à-dire que du capella, comme on le dit aujourd'hui. Donc, nous avions évolué dans une Côte d'Ivoire unie, très unie. Nous n'avions pas connu une Côte d'Ivoire divisée. Il n'y avait pas tout ce que nous entendons aujourd'hui. Au pays BT, nos parents nous ont expliqué de la manière les BT les ont accueillis. Moi, personnellement, mon père m'a beaucoup expliqué ça. Que quand on dit que le BT est méchant, c'est faux. Le BT n'a jamais été méchant. Quand tu viens, le BT, il te donne la terre. Mais lui, il ne travaille pas trop la terre. Mais il a fait aussi. Vous êtes convenu, il te vend la terre, par exemple, à 100 000 francs. Bon, le Djoula aussi, généralement, ne payait jamais cash la totalité. Même si le vieux Djoula avait les 100 000, il allait tout faire pour donner 55 ou 60 000. Et chaque année, il va payer. Et le BT étant plus malin dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait rien, il acceptait. Mais au bout de 20 ans, tu vas toujours payer. Parce que lui va te dire qu'il y a le reliquat toujours, puisqu'il n'y a pas de papier entre vous. Généralement, il n'y avait pas de papier. Et même quand bien même il y avait un papier, toi tu payais, le reste c'était là. Et après la production, le but attend que tu produises bien. Et il se promène, il voit tes caféiers, il voit tes cacaoyers. Et quand tu fais ta vente, c'est vendredi, jour de marché, mais il se pointe à la gendarmerie. Il va prendre une convocation. Et à la grande surprise de nos parents, le chef de terre, il envoie son représentant avec une convocation. Et il faut te rentrer à la gendarmerie. Et puisque nos parents n'aimaient pas aller à la gendarmerie, ne voulaient pas avoir de problèmes. Voyez-vous, c'est ça un peu la source de la corruption. Ils allaient d'abord voir les gendarmes, les soudoyer un peu, pour que ça puisse s'arranger. Et puis maintenant, le gendarme aussi va dire, bon, tu peux payer combien? Je peux payer 20 000, je peux payer 30 000. Ils donnent les 30 000 et ça ne vient pas en soustraction de ce qui reste. C'est ça aussi la mentalité de nos parents en ce moment. Il n'y avait pas de soustraction. Donc c'était à l'amiable pour lui, c'est fini. Le vieux BT ne va plus revenir. Mais il ne va pas venir 1 an. Mais 2 ans, 3e année, encore, il va aller te prendre une convocation. Voilà comment les gens disaient que les BT étaient palabreux, il était ceci, c'est tout, c'était seulement la bouche. Et c'était ainsi. Et nos parents, moi, mon père, jusqu'à son décès et tous ses amis, ils n'ont jamais fini de payer l'argent du vieux BT, du propriétaire de la terre. On a toujours payé le double, le triple. Et quand bien même tu veux tout régulariser, il refuse, il s'en va. Il peut prendre encore 2 ans et puis il revient. Tandis que, comparativement au père d'un ami, quand nous avions causé de ça, ils sont à tout maudit. Les baoulés, non. C'était cash. Ou bien, en tout cas, il y a des papiers. Donc, les juges Djoula qui étaient vers tout maudit ont eu, c'est-à-dire, ils étaient dans un coin développé, dans l'esprit. Donc, ils ont borné leur surface. Donc, il n'était plus question de payer 2 fois, 3 fois. Donc, tous ceux qui sont dans les Toumoudi, les Yamsokoro, c'était les bornes. Et les Baoulés les faisaient faire des bornes aussi à leur plantation. Mais en pays BT, ça n'a jamais existé. Non, ça n'a jamais existé. Donc, j'explique ça pour que les gens comprennent un peu quand on dit le BT est palabreux. Non, ils n'ont jamais été palabreux. Ils réclament ce qui n'est pas peut-être leur dû encore, mais c'est leur terre. Et le Djoula aussi, étant dans l'esprit d'être toujours pingre, de ne pas toujours payer la totalité, donc voilà comment ils s'arrangeaient entre eux.
Et ça a perpétué. Et quand les parents ont disparu, bon, ça a causé beaucoup de problèmes. Ah oui, ça a causé beaucoup de problèmes. Ce problème continue jusqu'à aujourd'hui. C'est pour preuve, j'ai un cousin qui est là-bas. Récemment, il était encore à la justice avec, comment dirais-je, les représentants des parents, enfin, des représentants comment on appelle, des descendants de leur terre. Et je lui ai dit quoi? Cette fois-ci, si tu vas à la gendarmerie, demande-le combien il reste exactement. Et là, le gars a dit que lui, il ne sait pas. Lui ne sait pas, mais lui, il ne peut pas fixer. S'il doit fixer aujourd'hui, vraiment, il ne peut pas payer. Il dit non, les gendarmes disent non. Et mon cousin a sorti les papiers que son père avait. Et là, c'était 225 000. Et moi, son père, il avait pu payer ce jour-là, je crois, 110 000. Donc, il restait 115 000. Et ces 115 000, ça fait près de 40 ans aujourd'hui, ils sont en train de payer. Et je lui ai dit, bon, voilà ce que tu vas faire. Vends ton café cette année et va à la gendarmerie, convoque-le avec les papiers. Et puis bon, voilà. Et le propriétaire, il a tout fait pour ne pas venir. Mais les gendarmes sont allés le chercher au campement. Et il était obligé de signer. Et le gars lui a restitué le reste de 115 000. Alors que pendant 40 ans, combien ils ont payé? Presque 1 million. Donc voilà un peu détaillé les problèmes que nos parents ont eu avec les petits, mais ils ont toujours vécu en harmonie. Il n'y a jamais eu de problème, ils n'ont jamais connu de problème. Et cette Côte d'Ivoire dont je vous parle, je vous fais ce récit pour ceux de mon âge, et même ceux, je crois, deux générations après moi, 3 générations, ils ont vécu ça aussi jusqu'à dans les années 80. Cela existait encore en Côte d'Ivoire. Le jour de la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire, il fallait aller à Isia, par exemple, comme à Gagnoua, à Dalo, il fallait aller au marché. Parce que toutes les danses étaient sur les places publiques, c'était le petit marché ou le grand marché. Et là, vous allez voir le Didadi des Maliens, la danse des Daoméens, qui est aujourd'hui le Bénin. Les Togolais n'étaient pas en reste. Et vous allez voir au Djéné, comment on appelle, du nord de la Côte d'Ivoire. Nous, au Djénéka, on avait une danse que tout le monde aimait dans le temps, c'était le Yagba. Et pour ceux qui se rappellent, c'est la vérité. Et il y avait aussi le Goumbé. Le Goumbé qui était très célèbre dans les années 60, avec une cantatrice du nom de Djekouma Doumbia. Donc le Goumbé, bon, donc toutes ces danses-là étaient là. Et tu cours, nous étions des enfants, des jeunes. On court, on va ici, on regarde. Après, tu cours, ben, on faisait le tour. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas d'animosité. Et les gens plaisantaient entre eux. Ces plaisanteries n'ont jamais cessé en ce moment-là. Ça n'a jamais cessé. Un Béninois, ou du moins un Daoméen, n'était jamais insulté. Daoméen, va chez toi. Un Burkinabé, c'est-à-dire un Voltaïque, n'était jamais insulté. Sale Voltaïque, va chez toi. Ça n'existait pas. Peut-être que d'autres pouvaient, mais ça n'existait pas, je vous le dis. C'est dans ça que nous, on a vécu. C'est dans cette Côte d'Ivoire-là que nous avons vécu. Et j'aimerais tellement que cette Côte d'Ivoire-là revienne. Mais cette Côte d'Ivoire-là a éclaté. Elle a éclaté quand Alassane Dramane est venu. Quand Ado est venu en Côte d'Ivoire, cela a éclaté. Cela a éclaté. Aujourd'hui, c'est un lambon. Ça n'existe plus. C'est de très beaux souvenirs. Quand Alassane est venu dans les années 90, cette grosse, cette grande, cette mémorable harmonie entre les autochtones et les invités, ça a éclaté. D'abord, nous qui venons d'Odéné, ça a créé un problème d'abord entre nous. Et qu'est-ce qui a envoyé ça?
Ils pensent que c'est l'ivoirité. Non, ce n'est pas l'ivoirité qui a envoyé ça. C'est le fait d'avoir institué les cartes de séjour. C'est la carte de séjour qui a engendré tout ça. Sans carte de séjour, nous ne connaissions pas ça. Nous ne connaissions pas ces trucs-là. Et les cartes de séjour sont venues contre qui? On dit les étrangers. Mais voilà un problème. C'était absurde de faire ça. C'était très absurde. Moi, je m'appelle Sam Idriss. Mais un Malien peut s'appeler Sam Idriss. Et le problème était posé. Maintenant, au sud, un Ghanéen, Kofi Assamoah, là-bas aussi, mais il y avait des Kofi Assamoah là-bas aussi. Mais le problème n'a jamais été posé comme ça là-bas. Le problème a été nous. Parce que ceux qui vont à la mosquée, on n'a jamais pourchassé ceux qui allaient à l'église. Voilà encore un truc. Et le vendredi, il fallait chasser les musulmans des grandes mosquées. C'est Alassane qui l'a envoyé. Et nos gens se sont sentis concernés. Parce qu'on a les mêmes patronymes, on a les mêmes noms, les mêmes origines. Mais c'est comme les États-Unis. Les États-Unis, l'autochtone, on ne le voit jamais. Les Indiens, ils sont toujours parqués dans leurs réserves. On leur donne tout, enfin, ils ont tout, ils chassent, jusqu'à présent ils chassent, mais on ne les touche pas. Aux États-Unis, les gens sont venus d'un peu partout. C'est un multiporte. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aussi est un multiporte. Qui peut se targuer d'être le vrai habitant de la Côte d'Ivoire depuis 1000 ans, millénaires? Je ne pense pas que cela existe. Je ne crois pas. On est venu d'un peu partout et on a construit notre pays. Oufoué ne s'est jamais caché d'être d'origine ghanéenne. Il ne s'en est jamais caché président Houphouët-Boigny. Et mes parents, nos parents, tous les Ivoiriens l'ont aimé à cause de ça. Au moins, il était fier de le dire. Et jusqu'à présent, allez-y dans les... taper sur les... Bon, je ne sais pas Google, hein, allez taper sur les machins et vous verrez les anciens discours d'Houphouët. Qu'est-ce qu'il a dit une fois? Que quelqu'un lui a dit que si la Côte d'Ivoire était aussi bien gérée, aussi bien dirigée, c'est parce qu'il est dirigé par un Ghanéen. Et qui est ce Ghanéen? C'est Houphouët-Boigny. C'est lui-même qui dit que lui, il est Ghanéen. Donc, il n'y avait pas lieu d'avoir ce que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas lieu de l'avoir. On est venu d'un peu partout, on s'est retrouvés à partir de 1960. Il y a des Burkinabés, des Voltaïques qui sont en Côte d'Ivoire depuis 200 ans. Ils n'ont jamais voulu changer de nationalité quand il y a eu les nationalités. Ils n'ont jamais dit, ils n'ont jamais régné d'où ils venaient. Ils n'ont jamais fait. Mais est-ce que c'est un crime? Ce n'est pas un crime. Les Béninois qu'on appelait les Dahoméens, je vais vous raconter une chose que vous ne saviez pas. Aïcha, Daloa, Gagnoa, partout, les Dahoméens avaient leur spécialité. C'est eux qui construisaient les maisons. Et ces maisons-là, on appelait ça en Djoula, au Djeneka, Dormebon. Les Bétés avaient leur appellation, les Baoulés avaient leur appellation. C'est eux qui construisaient, c'est eux qui construisaient les maisons. En terre cuite là, ou bien en terre battue là. C'est les Dahoméens qui construisaient ça. Toutes nos maisons étaient construites par les Dahoméens en fait. Enfin, Aïcha, Daloa, Gagnoa, jusqu'à ce que l'évolution et les briques, les ciments arrivent plus tard. Mais avant ça, c'était les Dahoméens. Et les toits qu'on faisait, ce n'est pas les Dahoméens qui faisaient les toits. Il y a des gens qui étaient spécialisés aussi dans les toits, les papos là, qu'on appelle papos. Les tiges de
des palmiers là. C'est la tige des palmiers, les feuilles des palmiers. Qu'on faisait le papo avec. Je l'ai fait aussi quand j'étais petit. On nous a appris à le faire. Donc les maisons étaient construites par les Dahoméens. Et le petit commerce exclusivement était tenu, le plus petit commerce était tenu, et les commerces de proximité étaient tenus en exclusivité en ce moment par ce qu'on appelait les Nango, les Nigériens. C'est les Nango qui faisaient le petit commerce de proximité en ce moment-là. Demandez, renseignez-vous. Et qui a enlevé les Nango dans ça? C'est les Soroka. C'est les Mauritaniens. Parce que les Nango aussi étaient tellement sales, et les Soroka sont plus sales qu'eux. Mais les Soroka, bon, puisqu'ils n'avaient pas leurs femmes, donc, ils avaient une certaine propriété. Ils étaient un tout petit peu propres. Sinon, c'est les Nango qui étaient nos boutiquiers. Et quelques commerçants de notre ethnie qui rentraient dedans, qui vendaient le pétrole et autres. J'ai même une anecdote. Après, il y a d'autres gens qui sont rentrés dedans. Donc, chacun avait sa particularité. Et les chaussures étaient fabriquées par qui? À Trècheville. C'était c'est-à-dire, Trècheville était comme une usine de chaussures. C'est les Sénégalais, les Wolofs, qui faisaient les chaussures des femmes ivoiriennes. En majorité, les femmes ivoiriennes. Certains faisaient pour les hommes, mais en majorité, toutes nos belles dames, toutes les belles filles, toutes nos mamans, nos grandes sœurs, là, les commerçantes. Ma grande sœur était commerçante, Meïta. Elle allait, je venais avec elle à Trècheville et je chargeais ça sur ma tête. Donc, ces gens qui sont venus d'ailleurs, chacun avait sa spécialité. Chacun avait sa spécialité. Le commerce de proximité était réellement les Nango. Et le commerce un peu plus gros était tenu par les Maracas. Venant du Mali de Caille, région de Caille, ça c'est les Maracas. Eux, c'était pas proximité, mais eux, c'était dans les marchés. Mais dans les quartiers, proximité, c'était les Nango. C'était les Nango. Et après, quelques Dahoméens sont rentrés dedans, quelques jeunes Dahoméens. Donc chacun avait sa spécialité et c'est ce qui faisait la Côte d'Ivoire. Et moi, mes parents, les nordistes faisaient quoi? Il faut qu'on le dise aussi. Ils étaient acheteurs de produits en majorité. Ils étaient planteurs et acheteurs de produits. Et ensuite, ils étaient dans le transport. Donc tous les nordistes, voilà ce qu'ils faisaient en Côte d'Ivoire. Transport, acheteurs de produits et planteurs. Voilà les trois domaines où mes parents excellaient, où nos parents excellaient. Et maintenant, je parle toujours de ce que je connais, Aïcha. Les BT faisaient tout pour réussir à l'école. Les jeunes BT faisaient tout. Parce que les jeunes Djoula, ils avaient les parents leur disaient, écoute, tu vas finir à la plantation, ou bien tu vas finir par être acheteur comme moi, ou bien tu vas être... Donc voilà. Donc c'était de père en fils. Et nous, on devait travailler dans les plantations. Je n'étais pas supposé aujourd'hui parler français comme je vous le dis. C'est par un coup de chance. Parce que mon grand frère, l'aîné de notre père, l'aîné qui est né à Isia, sinon l'aîné qui est né au village, était planteur. Mais l'aîné qui est né à Isia, mon grand frère Vakaba, c'est grâce à lui. Pourquoi? Parce que le seul à aller à l'école parmi mes oncles, parce que là aussi c'est un problème, c'est mon père qui devait aller à l'école. Et son père ne l'a pas voulu. Il le destinait à être un chasseur. Et son petit frère, pour lequel il n'avait pas de destination, c'est lui qui l'a pris pour aller mettre à l'école obligatoirement. C'était Sidi Samaké à Odine, le fameux Sidi Samaké à Odine. C'est ainsi que Sidi Samaké allait à Odine.
Et ça n'a pas été fortuit. Grâce à lui, il a aimé le commerce et c'est lui qui a créé ou bien qui a envoyé la chaîne avion à Odiné. Le seul grand commerce, la chaîne avion dans le temps, les années 60-70, c'était Sidi Samaké qui l'a fait. Donc il a été commerçant. Et c'est lui qui allait prendre mon grand frère pour venir l'aider et il l'a scolarisé. Et mon oncle a scolarisé tous ses enfants, toutes ses filles. Garçons comme filles, il les a tous scolarisés. C'est ainsi que notre grand frère est allé à l'école là-bas. Et après le bac, après le brevet, il pouvait aller loin. Mais il s'est dit quoi? Il faut que je sorte pour aider mes parents. Parce que nous sommes de familles très modestes, pour ne pas dire pauvres. Très, très, très modestes. C'est ainsi qu'il a passé le concours du CAFOP pour être instituteur du moins. Et son premier poste, c'était à Ouangoulo-Dougou. Il a été le premier de la deuxième école de Ouangoulo-Dougou, Ouangoulo 2. Donc, l'inspecteur l'a maintenu là et l'a nommé directeur d'école. C'est ainsi qu'il est venu nous chercher, ses petits frères, et il nous a mis à l'école chez lui à Ouangoulo-Dougou. Donc, quand je vous dis que c'est à Ouangoulo, j'ai eu mon entrée en sixième. Voilà comment Dieu a voulu comme ça. C'est un coup de chance. Si Sidi n'avait pas été à l'école, nous autres, on n'aurait jamais été à l'école. Mon oncle Sidi. Et Sidi n'avait pas pris mon grand frère pour le mettre à l'école, non, je serais un grand planteur aujourd'hui, ou bien cultivateur, ou bien, bon, voilà. Donc, voilà un peu l'histoire. Donc, c'est dans cette Côte d'Ivoire-là que nous, on a grandi. J'essaie de faire ce petit rappel pour que vous compreniez dans quel nous venons de loin. Donc, voilà où j'ai grandi. Voilà l'atmosphère dans laquelle nous avons grandi. On était heureux, on n'avait pas de problème. C'est-à-dire, à Ouangoulo-Dougou, nous, on avait, comme je l'ai rappelé, on avait les instituteurs burkinabés, c'est-à-dire voltaïques et maliens. Et on n'a jamais eu de problème avec eux. Il n'y a jamais de dire, oui, lui, non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Je vais aller un peu plus loin. Plus tard, quand j'étais au cours Pigé, mais la majorité de nos professeurs étaient des Béninois. Le Bénin le Dahomey avait changé de nom. C'était des jeunes Béninois qui fuyaient le marxisme, le léninisme. Parce que la Côte d'Ivoire, c'était un peu comme les États-Unis pour eux. Ils pouvaient tout faire là-bas, ils pouvaient réussir là-bas, ils pouvaient travailler. Ou il faut laisser tout le monde rentrer si on peut les exploiter, si on peut exploiter ce qu'ils connaissent, leurs connaissances. C'est ça aussi les États-Unis. Je vais vous expliquer quelque chose sur les États-Unis. Einstein, le plus grand savant, le père de la bombe qui a détruit Hiroshima et Nagasaki, le père de cette bombe, mais il n'est pas américain. L'Amérique allait le chercher très loin pour le mettre ici. C'est ça qu'il faut aussi faire. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut c'est un génie. Il faut accepter le monopole des Français sur nos richesses. Et De Gaulle a fait de lui un peu le miroir de sa politique en Afrique de l'Ouest. Et il lui a laissé les coups de franche pour entreprendre certaines choses. Mais pas trop, il était contrôlé. Mais Oufoué savait se rabaisser, demander en sourdine ce qu'il veut faire. Quand il est venu aux États-Unis, en tant que ministre français, je vais rappeler ça aussi aux jeunes Ivoiriens. Quand Oufoué est venu en tant que ministre français, il avait tellement peur de l'avion qu'ils ont fait toute la traversée de l'Atlantique en bateau. Il est venu, les Guinéens étaient avec lui, et c'est lui qui était le chef de la délégation pour venir ici.
Et c'était la ségrégation raciale aux États-Unis en ce moment. Oufoué a voulu ça, pourquoi? Parce qu'il a dit à De Gaulle, il faut qu'il vienne montrer aux États-Unis qu'il faut arrêter un peu de maltraiter les Noirs. Parce que lui, en tant que blanc, lui commande des blancs. Parce que sa délégation, c'est lui qui était le chef de délégation. Et c'est ainsi qu'il est venu aux États-Unis. Et quand il est arrivé, effectivement, Kennedy a vu ça. La manière dont Oufoué a été reçu aux États-Unis, aucun chef d'État africain n'a été reçu comme ça. Allez-y, tapez et vous allez voir la réception d'Oufoué. Aucun n'a été reçu comme ça. Avec tous les honneurs possibles. Et avec le temps, Oufoué a refait la même chose d'une autre manière, je vais vous l'expliquer aussi. Oufoué était génie politique. Qu'est-ce qu'il a fait en Afrique du Sud pour montrer aux Sud-Africains que un noir peut marier une femme blanche? Parce que ça n'existait pas en Afrique du Sud. Jamais les blancs étaient dans leur truc et jamais une petite blanche pouvait accepter de marier un jeune noir. C'était impossible. Il faut pour leur montrer que c'était possible, il a fait quoi? Il a pris Fologo, Donald Fologo, son ministre Fologo, qui l'a envoyé avec sa femme blanche à Johannesburg pour montrer à ces gens que voilà ce qu'on peut faire. Un noir peut marier une femme blanche et il l'a fait. C'est l'histoire que je vous raconte. Et Fologo était très content de rendre, de participer à ce cirque-là. J'appelle ça cirque. Donc nous avons vécu dans une Côte d'Ivoire pareille, avec un génie comme Oufoué comme ça au pouvoir. Mais Oufoué au pouvoir, toutes les régions étaient représentées dans son gouvernement. Oufoué n'a jamais, il a privilégié un tout petit peu, mais pas au-dessus. Il fallait faire très attention. Oufoué n'a jamais été comme Alassane le fait aujourd'hui. Oufoué n'a jamais été népotiste comme Alassane l'est aujourd'hui. Au-dessus et au vu de tout le monde, non. Oufoué n'a pas fait de népotisme à ceux. Non, jamais. Yes, Oufoué a fait quoi? Que moi je peux relever aujourd'hui, les gens ne l'ont pas relevé dans le pain. Au ministère des Affaires étrangères, par exemple, au ministère de la Défense, ça a toujours été un baoulé en ce moment. Mbaya Blé Kouadio. Après, Jean Konabani. Oufoué a fait des... Oui, il a fait ça. Mais après ça, tout le reste, c'était les autres ethnies des autres régions. Il a travaillé avec les Bété, il a travaillé avec les Djoula, mais il était intelligent. Mamadou Coulibaly, qui était le président de l'Assemblée nationale, président d'institution, j'ai appris d'autres interprétations. Donc, il ne prenait pas de ministre en Côte d'Ivoire. Parce que Mamadou Coulibaly seul était déjà un représentant, c'est-à-dire président du Conseil économique et social. Donc, voilà. Yassé, il était président de l'Assemblée nationale. Allez-y dans les archives, quand il était là, c'était rare de voir les Aladjans dans un ministère. Mais après ça, tous les autres coins avaient leur ministre. Alphonse Boni venait de Tiasalé. Ainsi de suite. Voilà comment Oufoué a fonctionné. Et aujourd'hui, nous voyons un empereur aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et ça fait mal. Ça fait mal. Aujourd'hui, nous donnons de quoi aux autres ethnies de nous insulter. Nous les Djoula surtout. Parce que Alassane, c'est ça sa politique. Il déteste les Djoula de telle sorte qu'il est en train d'enlever toute envie aux Djoula plus tard, dans 50 ans,
de prétendre à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'Alassane est en train de faire. Les Djoula qui le suivent aujourd'hui, les ignares qui le suivent aujourd'hui, les analphabètes qui le suivent aujourd'hui, ils ne le savent pas. Mais de la manière où le monsieur est en train de faire, dans 50 ans, aucun Djoula du Nord ne peut prétendre à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Je vous le dis, je vous le garantis. C'est impossible. Si un Baoulé peut prétendre, parce que Oufoué n'a pas fait cela. Oufoué n'a pas poussé le népotisme à ce niveau-là. À un tel niveau, non. Alassane n'aime pas les Djoula. Si Alassane aimait les Djoula, il n'y aurait pas autant de Djoula dans son gouvernement. Comme si les autres n'existaient pas. Tout est aujourd'hui djoulatisé en Côte d'Ivoire. Tout est djoulatisé en Côte d'Ivoire. Je suis djoula, je suis malinqué, je le reconnais et j'ai horreur de ça. Je vomis ça. Je ne suis pas fier de ça. I'm not proud of that. I'm not. Je ne suis pas fier de ça. Je ne suis pas du tout fier de ça. Et maintenant, les Bousmani qui nous insultent aujourd'hui à longueur de journée, je voulais leur faire comprendre. Alassane n'est pas égal à tous les Djoula, non. Tous les Djoula aussi qui sont dans son gouvernement là, qui les connaît. Depuis quand ils sont RDR, depuis quand ils sont RHDP, on ne les connaît même pas. C'est des gens venus de nulle part. Aujourd'hui, regardez le RDR, regardez le RHDP. Il y a qui peut prétendre aujourd'hui au trône d'Alassane si ce n'est pas son petit frère? Ça n'existe pas. C'est pourquoi aujourd'hui, son petit frère a les mains libres. Après avoir nettoyé, c'est le mot, je ne vais pas employer un autre mot, mais après avoir tout nettoyé, et vraiment, ça a été un nettoiement. Il n'a pas balayé comme Gueye, il l'a nettoyé. Ténébrement a nettoyé autour de son grand frère ou de son papa. Il a fait un nettoyage symbolique, très puissant. Et aujourd'hui, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre aujourd'hui. Donc, ici, je veux dire quoi? Excusez-moi du terme. C'est comme ça, on vous désigne chez nous. Les Bousmani, les Kobala, c'est les autres ethnies. Ne nous détestez pas. Ne détestez pas tous les Malinqués. Ne détestez pas tous les Koyagas. Ne détestez pas tous les Maokas. Ne détestez pas tous les Sénoufos. C'est à notre cœur défendant, notre corps défendant, pardon, le français. C'est pas ma langue dans tous les cas. C'est à notre corps défendant. On n'adhère pas, on n'admet pas. Mais que pourrions-nous faire? Que pouvions-nous faire pour arrêter? Cela n'existe pas. C'est la dictature la plus sanguinaire que la Côte d'Ivoire ait connue. Pour un oui, pour un non, tu es à la Maca. J'ai la chance d'être aux États-Unis. J'ai la chance d'être protégé par mon passeport américain. Par mon américanité, j'ai cette chance-là qu'Alassane ne peut rien contre moi. Je le dis et je regarde mon neveu dans les yeux, mon neveu Alassane, tu ne peux rien contre moi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Si je n'étais pas ici, si j'étais ailleurs, ma bouche là serait fermée 2 fois. Donc, mes parents, qu'on appelle mes parents Bousmani, parce que comprenez une chose, je suis Bété, je suis Oué, je suis Baoulé, je suis Sénoufo, je suis Aladjan, je suis Agné. Toutes les ethnies là, je le suis en Côte d'Ivoire. Je suis de toutes les ethnies. Pour vous dire que je suis ivoirien. On est ivoirien avant d'être Bété. On est ivoirien avant d'être... Donc, ne nous frappez pas avec le même bâton.
Arrêtez de faire peur aux nordistes. Il y a beaucoup de nordistes aujourd'hui qui n'admettent pas ce qui se passe. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ce n'est pas des milliers, c'est des millions de nordistes aujourd'hui, je vous le dis, qui n'acceptent pas ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On est des milliers, des millions d'Odjeneka, de Sénoufo, de Koyara, de Maoka. Tout le Nord réuni, on est nombreux aujourd'hui à ne pas l'accepter. Moi, j'ai la preuve. Vous n'avez pas la preuve, mais moi, j'ai la preuve. Même ce soir, il y a des gens qui m'ont appelé de Paris. Ils vont se reconnaître. Et je les remercie. Et ils me disent quoi? Monsieur Sam, on regarde votre truc en groupe. Ils sont intellectuels. Il y a tout là-dedans. Et je les remercie au passage. Aux États-Unis, j'ai des avocats qui m'appellent. Il y a une dame là, mais elle est en France aussi avec son mari. Elle est Koyera. Je ne vais pas aller plus. Mais elle et son mari, mais ils sont bien intégrés aux États-Unis. Ils n'ont pas besoin de se battre encore pour la... Mais ils le font pour nous. Et on le fait pour les autres. Nous le faisons aujourd'hui pour ceux qui sont restés en Côte d'Ivoire, pour ceux qui subissent la dictature. Sinon, je prends leur exemple. Ils ont 7 enfants. 4 sont déjà docteurs. Les autres sont ingénieurs et autres. Ils ont réussi leur vie. Parce qu'un être humain, pour mesurer ta vraie réussite, il faut regarder, voir ta progéniture. Quand celle-ci réussit, il faut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu as réussi dans la vie. Parce que, on le dit en Djoula, Santa la kaptoton gomile. Donc c'est la progéniture, c'est la continuité. Quand tu réussis ça, tu as tout réussi dans la vie. Je ne suis pas en reste. Moi aussi j'ai réussi ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc nous le faisons aujourd'hui pour toute la Côte d'Ivoire. Moi je me bats aujourd'hui pour les Baoulés. Je me bats pour les Bétés, je me bats pour les Agnés, je me bats pour les Aladjans, je me bats pour tout le monde. Je me bats aussi pour nos frères qui sont venus d'autres pays, qui sont en Côte d'Ivoire. Mais il y a un malheur aujourd'hui en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, tous les renégats nigériens sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et ils sont obligés de réunir les Aoussa, les machins, qui vont insulter aujourd'hui Tiani. Ils sont obligés, il faut le comprendre. Moi, je vois ça, il faut le comprendre. Ils ne sont pas libres. Ils sont dans un pays, on leur menace des partis. Et on leur donne des cartes d'identité ivoiriennes aujourd'hui de voter pour le RSDP. Et ils doivent le faire. Tous les renégats maliens, et ils sont légions, sont en Côte d'Ivoire. Et ceux-là, les Maliens sont au nombre de près de 4 millions en Côte d'Ivoire. Mais je ne dis pas que tous les 4 millions sont... Non. Mais la plupart ont peur. Et ils acceptent la politique prônée aujourd'hui par l'empereur, le dictateur sanguinaire Alassane Dramane Ouattara. Les renégats burkinabés, ils sont légions en Côte d'Ivoire. Ils sont là, les militaires et autres, comme les Maliens d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Mais là, je fais un clin d'œil à Alassane lui-même. Alassane est en train de détruire la Côte d'Ivoire avant de partir. Blaise Compaoré en son temps, il laissait tous les renégats de tous les pays venir envahir le Burkina. Il a cru qu'en le faisant, le Burkina serait
une île de prospérité dans un désert de problèmes. Quand il était là, ça a été possible. Quand lui, il était là, ça a été possible. Qui pouvait imaginer que les rebelles, les djihadistes, les terroristes pouvaient rentrer au Burkina? Qui pouvait le faire? Blaise leur a offert gîte et couvert, les a protégés. Mais dès lors qu'il a été chassé du pouvoir, vous voyez ce qui se passe au Burkina aujourd'hui. Et on doit se méfier. Ivoiriens, méfions-nous, parce que cela risque aussi d'arriver en Côte d'Ivoire. Et cela peut arriver, il peut être les conséquences aujourd'hui de la politique de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est en train de tout faire. Lui, il est malade et puis ça va bientôt là. Ça va pas. Tout le monde le sait. Je ne me réjouis pas de sa maladie. Je suis maladif moi-même. J'ai drépanocytaire. Je ne me réjouis pas du tout de sa maladie, ni de ce qu'il porte. Mais au contraire, j'ai de la compassion pour lui. Au contraire, je me suis adressé à lui beaucoup de fois pour qu'il baisse la tension, pour qu'il prenne exemple sur Houphouët-Boigny, pour qu'il prenne exemple sur Gbagbo Laurent, qui l'a permis d'être où il est aujourd'hui. Mais il ne veut rien comprendre. Il n'a jamais rien compris. Parce que tout lui a réussi par la brutalité. La brutalité depuis le début, la brutalité au milieu et à la fin la brutalité. Mais là encore, je vais lui dire de faire attention. Trump est venu au pouvoir par une certaine brutalité. Quand il devait participer aux primaires des Républicains, c'est par la brutalité de la bouche qu'il a écarté tout le monde. Il les a tous effrayés. Il regarde un candidat, et toi tu fais quoi ici? Mais je t'ai donné de l'argent, tu n'as pas honte? Tu crois encore qu'on va encore participer? Écoutez, qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Il a honni les gens comme ça. Voilà ce que Trump a fait. Il a brutalisé, c'est-à-dire avec sa bouche, tous les candidats. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a toujours été brutal dans ses actions, dans tout. Aujourd'hui, ce que vous appelez, vous voyez Aïch, mais aujourd'hui, c'est la brutalité la plus totale. Il a fait beaucoup de choses. Il allait prendre Maduro chez lui par la brutalité, pure et simple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va advenir de lui demain. Aujourd'hui, Dieu est là et Dieu a fait un retournement extraordinaire de la situation aujourd'hui. Trump se cherche aujourd'hui. Qui vient par l'épée, part par l'épée. Le président Trump se cherche aujourd'hui. Je suis républicain, mais il se cherche aujourd'hui. Et les élus républicains aujourd'hui n'ont plus peur de lui. C'est ça, quand la peur change de camp. C'est très dangereux. En Côte d'Ivoire, la peur a changé de camp. Mais les Ivoiriens ont peur de la brutalité. Parce que les Ivoiriens n'ont jamais été gouvernés brutalement. Les Ivoiriens ont été colonisés, du moins, ils ont été gouvernés d'une manière choco, depuis Houphouët. Et c'est les Ivoiriens qui sont toujours chocos, qui aiment le luxe, qui n'aiment pas la brutalité, qui avancent, qui fêtent. C'est des fêtards, c'est des gens sans souci. C'est des gens, l'Ivoirien, le peuple ivoirien est un peuple noble, un très bon peuple, un peuple sans histoire, c'est le peuple ivoirien.
On n'est pas habitué à lutter. La lutte, ça nous manque. C'est ça notre problème. Si nous étions des lutteurs politiques, comme les Voltaïques, les Burkinabés, la Côte d'Ivoire ne serait pas où elle est aujourd'hui. Si nous étions des lutteurs politiques, comme les Maliens, la Côte d'Ivoire ne serait pas où elle est aujourd'hui. Si nous avions été des grands lutteurs comme les Nigériens, la Côte d'Ivoire ne serait pas où elle est aujourd'hui. Donc voilà notre malheur. Il faut nous l'enseigner, mais c'est un couteau à double tranchant. Hier, le dialogue qui aboutit à la paix. Mais Alassane ne connaît pas le dialogue. Il ne veut pas de paix. C'est comme dans la maison que les Français machin habitaient à Niamey. C'était écrit dedans. La paix, on peut l'éviter. Et aujourd'hui, c'est ça en Côte d'Ivoire. Alassane ne veut pas de paix en Côte d'Ivoire. Son leitmotiv, la paix, on peut l'éviter. Et il évite la paix en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas en paix du tout. Alassane n'aime pas la paix. Alassane n'aime pas du tout la paix. Ténébrahim encore moins. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est arrivée à quel niveau? C'est une petite minorité, une petite bande de minorités aujourd'hui qui dirige l'immense majorité des Ivoiriens. Personne ne peut dire quelque chose. Personne. Gbagbo en a pris déjà pour son compte. Aujourd'hui, regardez Gbagbo marcher. C'est les séquelles de la torture subie à Korogo. Regardez sa manière de parler. C'est pitoyable, c'est pathétique. Il est lucide. Il a toutes ses facultés. Mais après 50 ans de lutte, vraiment nous Ivoiriens, on doit l'épargner d'un dernier baroud d'honneur. Il ne doit plus le faire, ce n'est pas son âge. À 80 ans passés, je ne crois pas que... Il n'a plus rien à démontrer, Gbagbo. Gbagbo n'a plus rien à démontrer. Il faut dire la vérité, Gbagbo n'a plus rien à démontrer. Bon, maintenant, de la manière Alassane et son frère, puisque c'est, voilà, les empereurs, ils ont fait c'est-à-dire, ils ont fait le vide autour d'eux. Ils ont fait complètement le vide autour d'eux aujourd'hui. Il n'y a personne pour contester Alassane aujourd'hui. Personne ne peut le contester. Et en cela, les PDC m'en veulent souvent, mais c'est pas Thiam. J'aime l'homme Thiam. Je l'apprécie. Il était un grand patron européen. Mais l'Afrique, c'est autre chose. Le terrain de l'Afrique, là, ça ne lui va pas. S'il était un tueur comme Alassane, hier, il pouvait se maintenir où il est. Alassane est venu en tueur. Il n'a jamais pardonné. Mais Thiam ne peut pas. Le seul aujourd'hui, et je vous le dis, vous êtes d'accord, tout le monde est d'accord avec ça, même si on ne l'aime pas, c'est Soro Kigbafori Guillaume. C'est Soro l'invincible. Son nom, je veux dire l'invincible. C'est l'invincible aujourd'hui qui effraie Alassane. Alassane n'a peur que de Soro aujourd'hui. Je viens de vous le dire pour Trump, par exemple. La force a changé de camp aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a une force républicaine pour contrer Trump. Avant d'aller plus loin, je vais vous faire comprendre ce qui manque à la Côte d'Ivoire. L'Amérique a anéanti tous les pays qu'il veut. Saddam Hussein, ceci, partout. La Libye tout près. Mais ils se sont attaqués à l'Iran avec l'Israël. Et l'Iran a fait quoi? La riposte de l'Iran a été foudroyante, très foudroyante. Et l'Amérique s'est empressée de signer le cessez-le-feu. Et Israël s'est calmé rapidement.
Parce qu'ils savent la force des frappes. Ils ne savaient pas la force des frappes de l'Iran. Mais l'Iran ne s'est pas laissé faire. Les autres pays se sont laissés faire. Si Maduro a été pris, mais Maduro a fait tout pour engager les hostilités. Il avait les missiles russes. Mais les généraux, tous les généraux avaient été achetés par les États-Unis. Et ils n'ont pas... C'est eux-mêmes qui sont allés arrêter leur patron et puis le donner aux États-Unis. Comprenez ça aussi. Mais l'Iran a... Il s'est dit, la riposte de l'Iran a été foudroyante. Et ça s'est arrêté. Donc, comprenez ce que je veux dire. Alassane ne reconnaît aussi que la force. Si tu opposes la force à Alassane, il grimpe les murs tout de suite. Il a toujours pris les murs. Mais son Tchefarian là, il le fait sur les Ivoiriens. Alassane ne pouvait pas faire ça aux Maliens. Il ne pouvait pas faire ça aux Nigériens. Il ne pouvait pas faire ça aux Burkinabés. Vous avez tous vu Alassane dire qu'il a son bataillon, il a ceci, cela, qui vont aller pour enlever et pour mettre Bazoum au pouvoir. Vous vous rappelez. Tout était prêt. Les Maliens et les Burkinabés ont dit quoi? Si tu es garçon, on t'attend. Si tu es garçon, on t'attend. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends Alassane. C'est ça, Alassane. Alassane ne respecte que la force. Il ne respecte que la force. Alassane ne reconnaît que la force. Allez-y prendre Alassane, la manière de danser d'Alassane et la manière de danser de Gbagbo et comparer les deux. Gbagbo danse avec finesse. Alassane danse avec brutalité. C'est ça sa personne. C'est ça sa personne. Donc je me résume. À nos frères des autres ethnies que nous appelons affectueusement Kobala, qu'on appelle Boussoumani, c'est affectueux, hein? C'est comme ça qu'on vous appelle. On ne vous déteste pas. Arrêtez de votre côté d'effrayer les musulmans, d'effrayer les djoulas, d'effrayer les malinqués. Vous nous effrayez. C'est pourquoi vous nous effrayez de telle sorte que tous nos parents sont dans le RDRSDP. Ils ne veulent pas être là. Mais c'est ce qu'ils m'ont chargé de vous dire. Partout où je parle, ils disent quoi? Ils disent qu'ils vont nous tuer tous. J'ai toujours dit que Oufoué n'a jamais tué un Ivoirien du Nord pour rien. Il ne l'a jamais fait. Bédié ne l'a pas fait, Guy ne l'a pas fait. Gbagbo n'a jamais touché, au contraire. C'est Alassane qui est en train de vous tuer. C'est Alassane qui vous a toujours tué et c'est Alassane qui continue de vous tuer. Au su et au vu de tout le monde. Oufoué a construit des mosquées. La plus grande mosquée de Yamoussoukro, c'est Oufoué, c'est son argent. Alassane ne fait que détruire vos mosquées. Les imams kafris de Côte d'Ivoire, les imams kafris du Kojim, les kafris du Kojim, je dis, les kafris du Kojim, ils sont là. Ils n'ont jamais bronché. Gbagbo a trop fait pour l'islam. Mais ils ont trahi Gbagbo, mais ils vont le payer cela. Je vous dis que c'est des kafris. Aucun d'eux ne peut discuter avec moi de l'islam. Je connais l'islam mieux qu'eux. Je ne lis pas en arabe, mais je peux le lire en français. Je peux le lire en anglais. Et puis je vais vous dire, hein, avec leur barbe, Djabi barbe avec le henné là, Naïka Fouema salam alaikum, giflez-les. Parce que salam alaikum, ça ne veut rien dire de nos jours. Et je vais vous expliquer pourquoi. Salam alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullah, ça veut dire quoi en arabe? Salam alaikum. Quand tu vas chez quelqu'un, tu dis salam alaikum. Je viens avec la paix chez toi. Et l'autre te répond, wa alaikum salam, viens mon frère, il n'y a que la paix que tu vas recevoir chez moi ici.
Et c'est venu comme au temps mémoriaux de l'islam. Au moment que il se battait, notre prophète, notre bon prophète sallallahu alayhi wa sallam, se battait avec ses prophètes pour propager la bonne parole. Ils étaient tués comme des mouches. Ils ne savaient pas ce qu'il faut faire. Donc, ils ont inventé ce code pour se reconnaître. C'est un code de reconnaissance, salam alaikum, c'est un code de reconnaissance. Et aujourd'hui, si tu vas en Arabie Saoudite, ils ont leur bonjour, ils ont leur bonsoir dans leur langue arabe. Là. Tu vas au Maroc, ils ont leur bonsoir en arabe. Partout dans les pays arabes, là, ils ont leur bonjour, ils ont leur bonsoir en arabe. Ils ne disent pas salam alaikum. C'est chez nous jusqu'à présent à Abidjan, à l'arrivée à Golfe ou bien à l'arrivée à quoi? Assalamu alaikum, assalamu alaikum, salam alaikum, batrade salam alaikum. Salam alaikum, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Voilà le sens du salam alaikum. Et quand tu ne dis pas salam alaikum, jusqu'à ils disent même que quand quelqu'un te dit salam alaikum et puis tu ne réponds pas, que tu as péché. Je m'excuse, I'm so sorry, j'ai dit que je n'insulte pas. Mais c'est énervant qu'ils mentent aux gens jusqu'à présent. Qu'ils mentent jusqu'à présent. Voilà le sens du salam alaikum, ça ne veut rien dire. Ça voulait dire quelque chose au temps de nos professeurs alayhi wa sallam. Au temps de la lutte pour propager l'islam. Mais c'est fini ça. Il y a plus de 1000 ans de cela. Et vous allez mettre le djabi dans vos barbes et puis venir nous dire... écoutez. Niminga foi yire kundam niminga foi yire kuma fo salam alaikum ay très jina nyaka et puis Brazil là ay très jina nyaka gifler les bien des cafris comme ça. Alassane a détruit des mosquées. Vous n'avez jamais parlé de ça. Gbagbo a fait partir les gens à la Mecque. Il a construit, les gens dorment à la Mecque. Vous n'avez jamais été reconnaissant envers ce monsieur. Oufou a construit. Il a construit des grandes églises, mais il a construit des grandes mosquées. Et vous les appelez toujours Kafri. C'est vous qui êtes Kafri 100%. C'est des Kafri, et je vous le dis. Ils ne connaissent pas l'islam que tout... Non. Mes frères, si vous voulez apprendre sur l'islam réel, écoutez Aïdara, le guide Aïdara au Mali. Madani Aïdara, écoutez-le. Écoutez ses prêches, vous allez apprendre de l'islam. Pas vos imams kafri là qui ne connaissent même pas le Coran. Ils ne connaissent rien du tout. Que Dieu nous aide. Donc mes frères, affectueusement mes frères Bouchmani, mes frères que les Djoula nous appelons Kobala, je ne me soustrais pas. C'est comme ça qu'on vous appelle. Mais c'est affectueux. Vous avez vos mots aussi pour nous appeler. Les Baoulés, pareil, nous appellent esclaves. Il n'y a pas de problème. C'est de bonne guerre. Arrêtez de pousser les gens dans la gueule du lion. Arrêtez d'effrayer. Et ici, je m'adresse, je ne vais pas dire de nom, je m'adresse sincèrement. Voilà, les gens, quand ils parlent de arrêter d'effrayer les dordis, arrêtez de leur dire, quand le pouvoir va changer, vous allez arrêter ça. Personne ne pourra chasser personne en Côte d'Ivoire. Personne. Ce que vous voulez chasser là, il y a des gens qui sont là depuis 300 ans. S'ils ne sont pas ivoiriens, c'est par choix. Et ils doivent l'assumer aussi. S'ils ne sont pas ivoiriens, c'est par choix. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on aille dans un pays et comprendre. Moi, je suis venu ici il y a 40 ans. Mais il y a plus de 30 ans que je suis américain. Il y a plus de 30 ans que je suis américain, je suis fier de le dire. Je suis fier de le dire. Mais avant de quitter la Côte d'Ivoire, c'était des aberrations. Je me rappelle très bien, après mon bac au cours Puget, je n'ai pas voulu aller loin. J'ai commencé, je ne voulais pas travailler dans un bureau.
j'ai commencé à faire du commerce. Le petit commerce. J'achetais les postes radio, les ventilos, tout ce qui venait en nouveauté, je les achetais. Et j'avais un vendeur haïtien, un Naoussa, qui l'appelait Sekoudian. Voilà, Sekoudian. Et j'ai été arrêté plusieurs fois entre Gagnoa et Soubré, sur la route de Yabayo. Et les douaniers qui voyaient mes marchandises, petit, ça ne dit pas beaucoup de marchandises, des trucs, ça ne vaut même pas 100 000. Et ils me demandent les papiers d'achat, je montre tout. Je montre mon casier, comment ça, mon truc de commerce là. Je donne tout. Mais pour me casser le moral, les douaniers me disaient quoi? Tu es ivoirien toi? J'ai dit oui, je suis ivoirien. Regardez-moi ça, un Aoussa comme ça. Regardez-moi ça, un Malien comme toi. Moi, j'ai subi ça. Donc, sincèrement, c'est humiliant. J'ai subi ça. J'ai subi ça. Ça m'a dégoûté. Donc, nos frères Bousmanou aussi, ils ont leur faute dedans dans ces trucs-là. Parce qu'ils nous ont toujours traités comme ça. Moi, j'ai subi ça beaucoup de fois par nous, douaniers sur la route. Quand je suis venu aux États-Unis, mes premières vacances en 1994, un jour, je quittais ici en car. On nous a arrêtés à Divo. Et le policier, il est venu, les pièces, j'ai montré mes pièces. Et comme il voulait aller, bon, vraiment, je ne voulais pas démarcher, j'avais ma carte d'identité américaine, je lui ai donné. Il regarde ça. Il dit, mais j'ai sorti mon passeport ivoirien. Il regarde. Hein. Donc, tu as un passeport ivoirien aussi. Toi aussi, tu es ivoirien. Ça marquait ivoirien. Depuis quand? Et il a comment? Je n'ai rien dit. Je suis resté impassible. Je ne l'ai pas répondu. Et il m'a dit de payer. J'ai dit, je ne paye pas. Et je n'ai pas répondu. J'étais assis. Et il dit qu'il ne libère pas le car. Et moi, je n'ai rien dit. J'étais assis. Il a fallu le chauffeur qui allait voir l'autre, parce qu'ils sont toujours deux, qui allait voir celui qui semblait être le patron qui était assis, pour lui dire, écoutez, chef, est-ce que vous connaissez Samaké au commandement supérieur? Il dit, oui, le grand chef Bakari, que c'est son petit frère qui a dit à ton gars de le laisser tranquille. Avant qu'il vienne me donner. D'abord, il a jeté mes pièces à terre. J'ai dit, il faut qu'il le ramasse, sinon on ne bouge pas aussi. Et c'est son chef qui est venu ramasser. Il avait tout honte. Ça fait deux fois que je parle de ça. À cause de ça, si je n'avais pas mon cousin ce jour-là là-bas, il allait me humilier. Donc, voyez que nous aussi, on a souffert. Nous aussi, on souffre. On souffre, on est ngomi en fait. Les deux faces grillées de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous, on est ngomi quoi? Encore Djeninlo. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je vous demande, pardon, arrêtez. Arrêtez. On est des millions aujourd'hui à souffrir. Et nous souffrons doublement. Il y a une petite fille qui m'a appelé de Séguéla, qui, je ne sais pas comment elle est mon numéro, qui m'a dit quoi? Tonton, non, papa Sam, vraiment, je vous admire. Moi aussi, je suis rejeté par ma famille ici à Séguéla. Elle va se reconnaître, elle voit ma vidéo. Elle dit qu'elle est rejetée aussi. Parce qu'elle est gbagboïste à vie. D'après elle-même, je suis gbagboïste à vie. Elle est fière de dire qu'elle est gbagboïste. Mais arrêtons ça. Arrêtons. Guédé Guina de Daloa, il est venu au RDF par conviction. Il n'était pas au RDF à cause d'Alassane. Il a commencé RDF avec Jenny Kobena, ce n'est pas Alassane. Lui, il est bêté. Mais il était grand cadre du RDF. Jenny Kobena, il a créé sa chose. Et aujourd'hui, cette chose-là devenait un truc dans la main de certains gars. Non, ce n'est pas normal. Bon, en résumé, arrêtons de nous insulter. On est tous ivoiriens. Nous sommes tous ivoiriens.
nous devons nous accepter. On n'a pas deux pays. On n'a pas deux pays. C'est vrai, je ne suis pas africaniste. Je vais au Burkina, je vais au Mali, je vais au Niger, je suis bien accueilli. Mais, je suis ivoirien. Aujourd'hui, mes enfants sont américains. Ils sont nés ici. C'est ça. C'est la vie qui choisit souvent, c'est pas nous. Nous subissons le choix du bon Dieu. C'est Dieu qui nous guide. Et c'est Dieu aussi qui nous protège. Que Dieu guide et protège la Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Eh, diga Allah. Allah. Masaba. Allah masaba fonisri. Masaba sinima. Emina sangon dukuro dana. Allah talanga elima. Yakila dina bane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne man kisibai. Ana sabang ma, ana julang ma, ana dimayang ma. Ne man kisibai. Dande ne mamina. Allah tanobiye. Allah tanoye. Allah tanoye suro, tanoye tiro, tanoye watibe e tanotigre, tanotigto ko Allah. E Allah. Ite na ko diba bo jangatam no tendiga Allah. E masa. Ivone bebe kele makono. Abbe kayle makono. Biokoko Allah. Meye ka angbishin. We koko Allah. No mi ka chi no ko Allah. Allah. Allah nila. Allah na irondiga Allah. Ikoni ya kokole no nyolo. Fansa fembela. Fende no fangate sa mina fangate de sa kola. Me hake sa fangala. Peut-être hake masa dana ba. Naka sala luminin lan Allah talala. Lan mo fasa masala. Abe baolo. Allah la tiria inshallah. Allah la tiria inshallah. Salam alaikum. Shalom.